Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cet été, pendant quelques semaines, en attendant la rentrée, je vous propose des entretiens un peu particuliers, comme des hors-séries d'été, exclusifs évidemment, autour d'un thème souvent primordial pour les artistes que je reçois habituellement, ce qui se cache derrière leurs œuvres. Une espèce de petit atelier où, avec mon invité, on parle de tout ce qui gravite autour des livres, des films, des albums qu'il crée. Comment son œuvre se construit, quelles sont ses habitudes de travail, qu'est-ce que représente son art au quotidien. Autant de questions qui vont tranquillement nous laisser entrevoir les coulisses de ceux et de celles qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, de lire et dont, au fond, les contours restent parfois un peu mystérieux. Et cette semaine, c'est le chanteur, auteur, compositeur Alex Baupin que je reçois. Si certains le connaissent pour ses albums, d'autres s'en sont emparés grâce aux bandes originales des films qu'il a composés, parmi eux ceux de Christophe Honoré. Et avec Alex Baupin, on a parlé ensemble de son rapport à l'écriture d'une chanson, entre texte et mélodie, de la place qu'a occupé le piano dans sa carrière et dans sa vie, de la vision qu'il a de la chanson française d'hier, d'aujourd'hui, ou encore d'Étienne Dao, dont il est très fan. Bonne écoute. Bonjour Alex Baupin. Bonjour. Là, on est à Paris, on est chez toi. Oui. Est-ce que cet endroit, c'est un lieu qui t'inspire pour écrire, pour peut-être composer ? C'est l'endroit où j'écris principalement parce qu'il y a un piano qui est derrière toi, qui est en l'occurrence un piano un peu nouveau. Ça fait que 2 semaines que j'ai celui-là. Avant, j'avais un vieux piano. C'est un piano numérique parce que à Paris, c'est compliqué d'avoir un vrai piano. Puis même pour enregistrer des choses, c'est quand même plus pratique. Pour le soir, écrire la nuit avec un casque, baisser le son et tout. Moi, j'ai toujours travaillé là-dessus. Et en plus, j'ai ce truc que pour composer, moi, j'ai besoin d'avoir un instrument pas très très bon. C'est un bon piano numérique, mais je veux dire, ça ne vaut jamais un piano acoustique. Et je me dis toujours que si je trouve quelque chose qui sonne et qui est joli là-dessus, quand je vais rentrer en studio et que je vais me retrouver avec un Steinway, ça va être Il y a formidable. moyen que ce soit pas dégueu. Après, est-ce que l'endroit m'inspire particulièrement ? Non. Il se trouve que dans tous les appartements que j'ai eus, j'ai toujours placé mon piano contre un mur, peut-être parce que j'ai besoin de m'abstraire du reste de la pièce et d'avoir un petit coin comme ça. Et puis j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une fenêtre à côté pour avoir un peu de lumière du jour, parce que c'est agréable, même si on est dans un petit coin, de ne pas être quand même complètement enfermé dans une boîte. Mais après, moi, je crois que je peux écrire, composer n'importe où à partir du moment où je suis tranquille. Je peux pas composer en public, quoi. Il faut que je sois tout seul. Oui, ça veut dire que t'as pas de manie, d'habitude, d'écriture. J'ai pas de lieu en tout cas. J'ai pas de lieu. Mes manies d'habitude d'écriture, c'est ce que je dis, c'est d'être seul, peut-être d'être face à un mur, que ça m'arrange, d'être dans un coin, d'avoir une fenêtre pour voir quand même un petit peu le ciel, savoir s'il fait nuit ou s'il fait jour. C'est important parce qu'on n'écrit pas les mêmes chansons quand il fait nuit et quand il fait jour. Mais sinon, j'ai pas d'endroit dans lesquels il faut absolument que j'écrive, quoi. Ou d'instruments sur lesquels il faut absolument que j'écrive, si ce n'est un mauvais instrument, comme ça, quand je vais en studio, ça sonne mieux. Et précisément, en parlant d'écriture, comment tu composes la chanson en soi ? Est-ce que tu lis l'écriture et la composition dans le même temps ? Ou est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une harmonie entre ces deux-là ? Ou est-ce que tu écris genre un texte et puis on verra plus tard pour la mélodie ? Alors non, moi j'ai toujours considéré que la chanson c'était une forme artistique à part entière, c'est-à-dire que c'est des paroles mises sur de la musique. C'est-à-dire que c'est ni une composition qui serait une sonate ou un petit menuet en quelque sorte, parce que c'est des formes assez courtes, ni une poésie qui doit se suffire à elle-même et avoir en elle-même sa propre musicalité en quelque sorte. Pour moi, c'est une forme particulière et il faut vraiment toujours que le texte ait quelque chose à voir avec la musique. Moi, j'ai remarqué pour mon cas personnel, peut-être parce que je suis plus facilement auteur que compositeur, qu'à partir du moment où j'ai trouvé la musique, j'ai moins de difficulté à écrire le texte. Donc pour moi, une chanson, ça commence toujours par des harmonies, une musique que je cherche comme ça au piano, puis je me mets à chantonner. Alors en chantonnant, je trouve un couplet, un refrain, pas forcément tout de suite, c'est un processus qui peut s'étaler sur plusieurs jours avec des bouts de trucs que je finis par raccorder. Et par contre, une fois que j'ai la musique, généralement le texte vient assez vite. Alors, j'ai la musique, donc je l'écoute, soit dans la rue au cas, soit je me la joue et tout, donc j'y pense. Mais à partir du moment où je me mets à écrire, généralement c'est un processus qui me prend pas beaucoup plus de 3-4 heures. C'est pas laborieux. Non, déjà parce que j'écris en chantant. Je me mets jamais à table pour écrire un truc. J'écris en chantant et je n'écris le truc que quand... j'ai fini la chanson quand je la chante en entier, en fait. Voilà. Et ensuite, je la copie pour pas oublier les choses, tu vois. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'une chanson est terminée. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Je retravaille très peu les textes. Un peu par-ci, par-là. De temps en temps, il y a une tournure de phrase où je trouve un truc mieux, où je remarque une répétition que j'élimine. Mais en gros, autant le processus de composition, c'est-à-dire d'écriture de musique, est un peu laborieux pour moi, autant le processus d'écriture du texte qui se fait en chantant est un moment
à partir du moment où je suis inspiré, où j'ai suffisamment réfléchi et décanté la musique, est un moment assez fluide. Et voilà, et j'ai remarqué qu'en faisant comme ça, musique d'abord, puis texte ensuite en chantant, j'ai l'impression que j'arrive à faire un truc où la musique colle avec le texte, quoi. J'ai essayé de faire l'inverse, il m'est déjà arrivé, où on m'a déjà donné des textes en me disant, tiens, tu voudrais pas le mettre en musique et tout. Et à chaque fois, ça donnait des résultats qui n'étaient pas hyper probants, je trouve. Et ce travail un peu solitaire, complètement solitaire, est-ce que c'est quelque chose qui te porte ou c'est un truc que tu détestes et dans ton métier globalement et que par exemple la scène, c'est que vraiment le truc qui te... Ah non, moi vraiment, j'ai pas de préférence. Moi, si, le moment que je préfère dans mon métier, c'est quand vraiment le moment où tu viens juste de finir d'écrire une chanson. Parce que tout d'un coup, tu te dis, ça y est, j'en ai une nouvelle, et puis on a toujours l'impression qu'on va pas arriver à en faire une de plus, et puis ça y est, tu l'as rentrée, et puis quand elle te plaît. Vraiment, ce moment, un peu d'épiphanie comme ça, où on vient de la finir, puis on la chante pour la première fois en entier, ça, c'est peut-être c'est une naissance, quoi. Il y a un truc un peu mystique comme ça. Mais. Sinon, moi je crois que toutes les étapes me plaisent, et ce qui me plaît quand j'écris une chanson et que je suis tout seul, c'est que je sais que vu que le métier est fait comme ça, fatalement ça je vais l'emmener en studio et travailler avec des musiciens. Donc si j'étais tout le temps tout seul et si je faisais tout seul, ça m'emmerderait profondément. J'ai horreur de ça, j'ai jamais voulu écrire un roman par exemple. J'ai des copains qui sont écrivains, je trouve que c'est un métier terrifiant d'ennui. J'adore lire des livres, hein, mais par contre ça me terrifierait d'ennui d'être tout seul à écrire un livre pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais ce truc de chanson que j'aime bien, c'est que j'aime bien être tout seul quand j'écris la chanson, mais ce qui m'excite, c'est que je me dis, là, je suis tout seul, mais après, on va rentrer en studio avec des musiciens, puis après, on va se retrouver à la chanter devant des gens sur scène, enfin, voilà. Et toutes les étapes me plaisent là-dedans. Mais justement, qu'est-ce que c'est cette sensation de se faire applaudir pour des choses qu'on écrit ? C'est quand même hyper particulier comme... super narcissique, surtout. Comme chose. Quand même, faut avoir un melon assez extraordinaire. Je sais pas... Oui, c'est vrai que le concert, c'est un truc encore un peu différent et un peu étrange. D'autant plus pour moi qui suis plutôt dans une chanson qui est d'une forme autobiographique. C'est pas fatalement ni du rock festif. Enfin, on est quand même dans un truc qui nécessite au minimum un peu de recueillement parce qu'il y a un truc un peu mélancolique. Tu vois ce que je veux dire ? Chenille, quoi. Voilà, exactement, par exemple. Et du coup, moi je sais que, comme tous les chanteurs, j'ai un ego et sans doute que je suis extrêmement narcissique, extrêmement nombriliste, et voilà, et que ce truc de me faire applaudir me plaît, puis ça valide quelque chose où je me dis... Moi, à partir du moment où les choses qu'on fait, elles sont pas adressées, je crois pas au truc de l'artiste maudit, je crois pas aux gens qui écrivent pour eux-mêmes. Enfin, moi je pense que... Et d'autant plus la chanson, peut-être, qui est destinée à être écoutée. Et peut-être même à imprimer certains événements de la vie des gens, etc. Voilà, oui, à vivre avec les gens, exactement. J'ai toujours considéré que ça devait être adressé. À partir du moment où c'est adressé, évidemment, que c'est important d'aller les délivrer en public et de se donner à voir aux gens. Après, les applaudissements, moi, j'ai toujours tendance à... Par exemple, les rappels, ces trucs-là, j'ai tendance à couper un peu court, quoi. Je crois que je suis pas... Il y a des chanteurs, il paraît que c'est... Comment il s'appelle ? Il est mort, faut pas dire du mal, mais c'est Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, il paraît qu'il était très très fort parce que il restait sur scène le temps nécessaire pour que les gens se lèvent. Un type qui reste sur scène, les gens applaudissent. Puis tant qu'il reste, les gens continuent à applaudir. Sauf qu'il attendait le moment un peu gênant où les gens commençaient à moins applaudir. Puis comme il restait encore, les gens se disaient se lever et réussissaient à créer tout seul le triomphe avec ça. Bon, ben moi, ça, je suis incapable, par exemple. Ouais. Et t'as peur un jour de plus avoir rien à dire ? Ah oui. Oh bah c'est une peur que t'as, ça, en tant qu'artiste, que compositeur, que chanteur ? Oui, dès le début, j'ai peur de pire que ça. J'ai peur de pas m'en rendre compte. Non, mais parce qu'il y en a plein, et on en connaît, que ce soit des chanteurs, des écrivains, des mecs comme ça et tout, qui, à un moment donné, tu sais, ils continuent à faire des choses et c'est vraiment pas terrible. Et on en a encore vu des exemples pendant cette crise du coronavirus, par exemple. On les embrasse. Ou pas. Surtout ces temps-ci, faut pas embrasser. Mais voilà, il y a un truc comme ça où je me dis, ce qui serait terrible, le plus terrible, c'est pas de s'arrêter, parce que les mecs qui s'arrêtent, il y a une posture assez digne là-dedans d'arriver à dire, bon bah voilà, j'ai tout dit. Je crois que c'est Simenon qui avait fait ça, qui écrivait un bouquin par jour un bouquin par semaine, il écrivait Simenon pendant 50 ans. Puis un matin, il se lève comme tous les lundis, il va devant sa machine à écrire, puis il dit bah voilà. Et il écrit plus jamais. Je trouve ça génial comme idée, parce que le mec dit ça y est, j'ai tout dit. Ouais. Moi, j'ai peur de plus rien avoir à dire, parce que ça m'amuse de faire ce métier. L'intérêt des chanteurs, c'est que même quand on arrête d'écrire des chansons, on peut continuer à les délivrer en concert, on peut continuer à faire ce genre de choses. Non, moi j'ai peur de pas me rendre compte que j'ai plus rien à dire. Ça, c'est pire, je trouve. Ouais. Et pas, par exemple, je sais pas, d'être oublié aussi, parce que ça en fait partie. Moi, ça, je le serai assez vite. La postérité des chanteurs, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Oui, enfin, oui. Je crois vraiment que ça passe très vite, hein, la chanson. Mais par exemple, en tant que chanteur, toi, quel rapport t'entretiens avec les anciennes générations ? Je sais que t'aimes beaucoup Barbara, évidemment, Bachung, Alain Souchon aussi. Souchon, Dao, enfin, il y a plein de gens. Est-ce que cette ancienne, appelons-la comme ça, génération, est-ce que tu te sens pas concerné ? Est-ce que t'as envie de la renouveler ? Est-ce que...
Ah non, mais moi je me sens totalement pétri de ce qui m'a précédé. Moi je considère que j'ai même le truc, la faiblesse d'imaginer que mon parcours s'inscrit. Ça va sembler très prétentieux, mais en fait c'est un truc, c'est plutôt de la déférence par rapport à ce qui m'a précédé. C'est de pas avoir l'impression qu'on invente tout parce qu'on débarque, quoi. Ouais. Et que mon parcours s'inscrit dans une histoire de la chanson pop française, peut-être, si on définit le truc un peu plus, Ouais. et qui partirait pour moi très clairement de Charles Trenet, par exemple. Moi j'ai l'impression que Charles Trenet, le premier qui arrive, qui a des textes français sur des musiques anglo-saxonnes, c'est le swing à l'époque. Ensuite, il est suivi par un mec comme Gainsbourg, qui introduit une autre dimension, qui est une dimension plus érotique, mais qui lui aussi ramène des rythmes d'ailleurs. Peut-être que le vrai successeur de Gainsbourg, c'est Dao. Voilà, c'est tous des gens que j'ai écoutés, et puis que peut-être que moi, ces gens m'ont inspiré, puis après, il y a d'autres inspirations, tout ça, mais moi, j'aime l'idée que dans ce que j'écris, j'ai pas l'impression d'inventer grand-chose, hélas. De toute façon, je suis pas sûr que les chanteurs français soient ceux qui inventent des choses aujourd'hui. C'est une forme tellement ancienne que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Mais par contre, j'aime bien qu'on entende dans ce que je fais les gens que j'ai écoutés. C'est comme presque écrire des chansons pour moi, c'est comme les peintres qui s'emparent d'un motif. Il y a des motifs de peinture connus qui sont des motifs religieux en Occident, en tout cas souvent on dessine une Pietà, un calvaire, enfin des choses comme ça. Et puis il y en a plein, de Velázquez à Picasso, je sais pas pourquoi je prends les Espagnols, mais il y en a d'autres qui ont fait ce truc et qui avec leur style l'ont fait. Et ben moi c'est pareil, moi peut-être que j'écris Ne me quitte pas, comme plein de gens l'ont écrit, une chanson de rupture, c'est un motif de chanson, et ça m'amuse de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire, moi, de ce truc qui a été 100 fois écrit. Et donc, forcément, quand je pense à ça, je suis obligé de penser à ceux qui étaient là avant moi. Alors, tu as prononcé un nom clé dont je voulais parler. Je t'ai entendu sur France Culture il y a aucune idée, mois, semaines, années. Tu as dit « Il me motive et me décourage, c'est le seul chanteur dont je sois fan ». Tu es fan d'Étienne Dao ? Oui, complètement. C'est un type... je trouve que c'est le type le plus classe, le parcours musical le plus ahurissant depuis 1980. Son premier album, Mythomane, c'est 80, je crois. Évidemment qu'avant, il y a d'autres gens, il y a Barbara Gainsbourg et tout, mais sauf que le truc de Dao en plus, c'est qu'il est encore là, que je l'ai rencontré, que c'est ma génération. Et que c'est mon chanteur à moi, que c'était le premier qui n'était pas le chanteur de mes parents. Moi, Okay. mes parents, c'est symbolique aussi. voire même mes parents, ils trouvaient que ce type qui chantait cette espèce de voix, qui racontait des conneries sur des gens qui sortaient en nightclub et tout, ils trouvaient ça un peu pathétique. Alors qu'à l'époque, j'écoutais un mec comme Renaud, pour mes parents, c'était tout à fait admissible et tout à fait facile. C'était l'héritier de Brassens, ils comprenaient. Alors déjà, c'était mon chanteur à moi. Et en plus, j'ai dit ce truc il me motive et en même temps, il me décourage. J'ai cette sensation à chaque fois que je vais le voir en concert, en fait. C'est-à-dire que je vois un concert, déjà les concerts généralement sont assez classes, il a toujours ce truc de renouveler les arrangements. Bon, physiquement, il se tient quand même en plus, et c'est un peu, voilà, on se dit pour être à la hauteur, faut assurer, quoi. Et il y a ce truc, j'entends les chansons, je me dis, en fait, il a fait tout. Et en plus, il a tout eu. Il a eu à la fois le truc d'être extrêmement populaire, le truc d'être extrêmement pointu. Il regroupe absolument tout. Et j'ai l'impression, ça va sembler un peu funèbre de dire ça, mais c'est pas comme ça que je l'entends, qu'en plus, depuis la disparition d'Alain Bachung, la statue du commandeur de la chanson en France, c'est Étienne Dao. Enfin, de la chanson pop de qualité. Ouais. Voilà. Et voilà, le mec, il a tout pour lui, quoi. Et c'est très énervant, les gens qui ont tout pour eux. Et puis surtout, moi, j'ai toujours ce truc de... Comme je connais très bien les biographies de chanteurs, je me dis, putain, Dao, ses premiers tubes, il avait 24 ans ou 23 ans. Donc alors, je me dis, bon, ça, c'est foutu. Et puis plus ça avance, plus je me dis, bon, Souchon, il a réussi à 30 ans. Puis là, j'en suis à me dire que Gainsbourg, son premier vrai succès, c'est Les Ormes, etc. Et qu'il avait 52 ans. Donc il me reste ça. Alors, ton dernier album, c'est Pas plus le jour que la nuit. Oui. Il a paru l'année dernière, en Oui. 2019. Et le titre, c'est un hommage à Charlotte Brontë. C'est surtout un plagiat, enfin, c'est surtout un emprunt à Charlotte On Brontë. dit pas hommage au quand même. Non, mais parce que c'est piqué, quoi. Ah oui, c'est piqué, bon. Mais je l'aime bien, Charlotte Brontë. La phrase en soi, c'est pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos et la paix. Oui. C'est même autre chose, je crois, en vrai. Je l'ai, on m'a offert le bouquin dans lequel c'est... Trop sympa. Voilà. Bref, pardon. Non. Et moi, je me demandais à quel point tu t'inspirais, par exemple, de la littérature, puisque, en l'occurrence, on est quand même sur un titre d'album. Ouais. Assez peu, en fait, en réalité. Moi, j'ai souvent remarqué que les écrivains faisaient pas des très bons auteurs de chansons, à quelques rares exceptions, qui sont peut-être Philippe Djian, qui a écrit des trucs vraiment, vraiment beaux pour Stéphane Echer. Je trouve que c'est pas du tout le même métier, en fait, parce que c'est pas le même rythme, parce qu'une chanson, ça doit durer 3 minutes, et un livre, il y a un rythme long, un rythme court, qui donne à l'écriture un rythme totalement différent. Peut-être Sagan a écrit une ou deux chansons qui sont pas mal aussi, mais... Ah oui, c'est vrai. Mais souvent, j'ai remarqué que les écrivains faisaient pas des très bons auteurs de chansons. J'ai même remarqué avec des gens qui m'étaient très proches et qui essayaient de m'écrire des paroles. Alors,
Ça m'inspire peu. Là, en l'occurrence, c'est même pas en lisant un bouquin. C'est simplement qu'un soir, je regarde un documentaire sur les Sœurs Brontë sur Arte, et qu'au milieu, c'est un extrait de sa correspondance, j'entends cette phrase et je me dis, putain, ça c'est joli, puis ça ferait une jolie chanson. Mais c'est vraiment un emprunt de pirate, quoi, tu vois, c'est un truc comme ça. On n'est pas sur un hommage, comme je l'ai dit. Non, c'est pour ça que je dis un emprunt plutôt qu'un hommage, même si j'aime beaucoup Charlotte Brontë, voilà, ça c'est autre chose. Mais non, la littérature, paradoxalement... Alors, après, ça peut être des inspirations lointaines, c'est-à-dire que quand il m'arrive de lire un livre qui me bouleverse ou qui me transmet des souvenirs de lecture dont on ne ressort pas indemne, quoi. Et évidemment que ça motive à faire des choses. Enfin, il y en a récemment. Je crois que le dernier truc, je suis incapable de dire le nom de cet auteur, c'est une auteure américain. Le bouquin s'appelle Une vie ordinaire, je crois. Et elle s'appelle Hara... Ah putain, l'enfer, son mot. Yanagi Ohara. Du premier coup. Ouais, mais parce que je dis Nagi, puis Scarlett O'Hara, je fais un truc pour moi. Ouais, Yanagi Ohara, qui est une espèce de gros bouquin. Tu connais pas ce bouquin? Je suis nul en littérature américaine. Ah, mais moi, c'est mon truc. Qui est très bien traduit en plus. Qui s'appelle Une vie ordinaire, je crois. Okay. Et qui raconte le parcours de 4 types amis pendant une 50aine d'années, je crois. Et c'est un truc absolument bouleversant. Enfin, c'est très dur. Mais c'est un truc absolument bouleversant. Ça, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier choc, c'est le dernier truc ce genre de bouquin qu'on lit et où on peut pas s'arrêter. C'est pas un page turner, hein, c'est pas la question. Hein. Et puis que surtout, quand on le referme, il nous en reste une marque durable, quoi. On peut pas s'endormir tout de suite ou passer à autre chose. Voilà. Qui potentiellement finira sur un album. Ben, en tout cas, l'impression que ça m'a laissé peut me donner le sentiment pour une chanson. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas une inspiration directe, quoi. Ouais. On t'a souvent apposé le terme de chanteur mélancolique. Ouais. Est-ce que ça te va? Oui, très bien. Ouais. T'as un rapport particulier avec avec ce sentiment, Oui, alors après, il y a plein de... Tu sais, on dit la nostalgie, la mélancolie, la saudade et tout. C'est bof pareil, quand même. Non, parce que la nostalgie, c'est le regret de choses. La mélancolie, c'est une espèce de sentiment plus doux. C'est un peu diffus, un peu... C'est un désespoir qui n'a pas les moyens, disait Léo Ferré dans sa chanson La mélancolie. Mais... Après, tous ces sentiments, moi, l'important, c'est qu'on ne dise pas que je suis passéiste, en gros. Voire réactionnaire, okay. Voilà. Le sentiment que je détesterais le plus... Si on a l'impression que dans mes chansons, ce que je dis, c'est « c'était mieux avant », ça m'emmerde. Si ce que je dis, on parle d'une espèce de tristesse diffuse qu'on ressent tous, peut-être particulièrement quand on est enfant, en fait, c'est un sentiment qu'on éprouve assez tôt, je trouve, la mélancolie. Et puis... Aussi, les chansons, c'est agréable, la mélancolie. C'est très agréable. Le contraire entre la mélancolie et la tristesse, c'est que c'est un sentiment qui parfois peut être un peu douloureux, mais qui, globalement, est comme une espèce de cocon, quoi. Ouais, peut-être même parfois d'amis. Ouais, je trouve que les chansons aident beaucoup à ça. Enfin, moi, j'ai été mélancolique et des chansons m'ont aidé dans ces moments-là, mais je me suis aussi forcé à écouter certaines chansons que j'aimais pour plonger dans cet état de mélancolie. Alors, si moi, j'arrive... Ça, c'est magique de faire ça. On écoute une chanson, puis tout d'un coup, on n'est pas bien, puis en même temps, on est bien, on sait pas. C'est quoi les chansons d'Alex Baupin pour être mélancolique? Que moi, j'écoute quand je veux être mélancolique. C'est pas très original, c'est des chansons... Titanic. Non, parce que moi j'ai quand même besoin que les gens me susurrent des choses, et en l'occurrence, même si j'aime infiniment le film de James Cameron, c'est pas ce que je préférais dans le film, la chanson, je crois. My Heart Will Go On, tu parlais de ça? Ouais. Non, moi c'est Chet Baker qui chante My Funny Valentine, par exemple, c'est des chansons de Barbara, bien évidemment, c'est certaines chansons d'Étienne Dao. Moi je me rappelle qu'à l'époque, la première fois que j'ai entendu une chanson qui s'appelle Heure hindoue, qui était en plus, ça m'avait vraiment mis dans un état. Puis, en fait, c'est des chansons, tout d'un coup, on a l'impression... Les chansons qui me plaisent le plus, je crois que c'est celles où on a l'impression qu'on connaît la mélodie par cœur et on voit où ça va aller, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose que Chopin appelait peut-être la note bleue, tu sais. Il se passe un moment, un accord, un truc, une espèce d'ouverture de quelque chose. Et là, on se dit, waouh, et généralement, dans les chansons, ce qu'on aime, c'est un moment. On aime une chanson pour un moment, mais tout y amène. Alors ça, c'est formidable. C'est ça qui rend mélancolique, je crois. Et au-delà de l'ancienne génération dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ce qui se fait aujourd'hui, t'es perméable à ça? Oui. Ouais. Oui, alors fatalement, pour un premier truc, c'est que je crois que depuis 2 ans, ma génération à moi, on se rend compte que ça y est, on est en train... Non mais, en tout cas, en termes de choses chantées en français, indépendamment d'une musique urbaine, du rap et tout, il y a des gens qui sont arrivés qui proposent des choses en chanson, que ce soit Clara, Luciani, enfin... même un type comme Eddie de Pretto, dont finalement... l'expression qui est peut-être presque un chant à la Nougaro, moi je trouve, se rapproche d'un truc très français, très Jacques Brel, hein, finalement, dans une façon de chanter. Ouais. Et puis Angèle, et puis tout, voilà. Juliette Armanet, bien évidemment. Enfin, c'est la première fois qu'on se rend compte que ça y est, ils sont là. Ça y est, c'est plus nous, on est les cadras, et on... Voilà. Ce qui est normal, c'est un peu un cycle qui a lieu tous les 15 ou 20 ans. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans. La vie, ouais.
Voilà, c'est normal. Alors évidemment que je les écoute, voire il y en a certains comme Clara Luciani, avec qui j'ai fait des choses, je l'ai fait chanter sur mon album, je l'avais invitée à remplacer, parce qu'elle pouvait pas le faire, Camélia Jordana, sur un spectacle que je donnais à la Philharmonie, d'après un livre-disque qui s'appelait Les gens dans l'enveloppe. Ah oui, de C'est Isabelle comme ça. Monin. Voilà, Chez c'est ça. Jean-Claude Lattès. C'est bien, bravo. C'est comme ça. C'est là qu'on voit que c'est un podcast quand même vachement littéraire. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle, par exemple, ça m'a intéressé très vite. Après, moi, j'avoue avoir un peu un truc de vieux con. Et je dis pas que c'est moins bien ce qu'ils font et que c'était mieux avant. Oui. Mais plus je vieillis, plus je réécoute continuellement les albums que j'écoutais ado plutôt que de découvrir des choses nouvelles. Que ce soit des choses nouvelles de la jeune génération ou des choses nouvelles de gens qui ont... voilà. Et ça, c'est un travers terrible. Mais je me rends compte que je découvre... J'écoute tout, mais je n'insiste sur rien. Et je me remets à écouter un album de Dao de Bachung que j'écoutais en 92, quoi. T'as réécouté récemment tes chansons à toi? Ça, je le fais quasiment jamais. Ah, si, il y a une période pendant laquelle je la fais, je me force souvent à réécouter tout pour me dire, tiens, j'aurais pas oublié quelque chose qui serait marrant. C'est quand je prépare un concert ou une tournée. Il y a des chansons dont t'es pas fier, dont... Oui. Ouais. Ah ouais. Qui existent... Ah, plein. Le premier album, il y avait 2 premiers singles que aujourd'hui je les trouve terrifiants. Une chanson qui s'appelait La Flemme, qui était une pâle copie d'Alain Souchon, vraiment. Et une autre qui s'appelait Quitter la ville, que je trouve aussi... J'ai rejoué une fois en concert pour rigoler, parce que ça faisait marrer des copains à moi qui étaient dans la salle. Mais ça, je trouve ça très mauvais. Ouais, je trouve ça très copié, je trouve ça très sous influence. Je trouve que les textes sont pas très bons. Et après, plus j'avance, plus j'ai l'impression d'essayer de faire... Mon dernier album, par exemple, c'est le premier où je me dis, pour l'instant, qu'il n'y a pas de chanson dispensable. Et d'ailleurs, il n'y a que 10 chansons. Du coup. Parce que peut-être que si j'en avais fait 11 ou 12, je serais parti dans la chanson dispensable. Okay. Alors que dans le précédent, encore, il y a au moins 2 chansons. Non, il y a 12 chansons, je crois, dans le précédent. Il y a au moins 2 ou 3 chansons que j'aurais pu éviter, je crois. Mais c'est difficile d'éviter ça. Puis c'est bien de se planter. Puis des fois, il faut faire des chansons qu'on n'aime pas parce que les gens les aiment aussi. Oui, on chante aussi pour les gens. On chante pas que pour son goût à soi. Alors après, soi-même, il faut essayer d'être exigeant quand même. Ouais. Alors tu composes aussi des musiques de films. Oui. On t'a écouté notamment dans les films de Christophe Honoré. Beaucoup, ouais. Disons ça. Oui. Pas tout citer. C'est quel type d'exercice une musique de film? C'est souvent des commandes, je suppose. Oui. Ah, c'est un truc... Ce qui biaise un peu parfois le rapport à l'écriture, peut-être. Non, parce que moi, ce que j'aime bien dans la musique de film, c'est que tout d'un coup, quand je suis chanteur, je suis responsable de moi-même et du projet. C'est moi qui ai tout sur mes épaules, quoi, en quelque sorte. Et puis, je fais ce que je veux. Si j'écris une chanson, j'ai le droit de choisir va être quoi le genre de musique, sur quel texte, et je fais ce que je veux. Ce qui est une liberté qui parfois peut être un peu effrayante, hein, et voilà. Ouais. Alors que le travail sous contrainte, qui est celui de la musique de film, où déjà, premièrement, je suis au service de quelqu'un. Je n'estime jamais que je suis l'auteur du... Voilà. Pour moi, il y a un auteur dans un film, c'est son réalisateur. Point barre. Okay. C'est même pas le scénariste pour moi, parce qu'un film, c'est autre chose qu'un scénario. De la même façon qu'une chanson, c'est pas une poésie. Hein. Voilà. Et alors donc déjà je suis au service de quelqu'un et puis je dois faire un truc qui m'amuse, c'est que généralement si on m'a choisi c'est qu'il y a quelque chose dans ce que je fais qu'on aime bien. Donc je dois à la fois être moi-même mais remplir les exigences d'un réalisateur et en plus faire en sorte que tout ça colle sur des images et j'ai mis longtemps à comprendre comment ça marchait mais plus je le fais plus je crois que j'ai pas pigé le truc, on pige jamais. Et puis en plus, c'est chaque fois l'exercice est différent, heureusement. Oui, t'as peut-être certains réflexes qui sont arrivés. Mais je crois que j'ai compris des trucs, ouais. J'ai compris, par exemple, on en parlait tout à l'heure, pour les chansons, j'ai compris qu'il me fallait d'abord écrire la musique et puis voilà. J'ai compris pour la musique de film que j'étais incapable d'écrire si j'avais pas des images ou un premier montage. Okay. Il y a des gens qui sont hyper forts, ils ont juste un scénario et ils trouvent le thème, ils trouvent le truc, puis ça aide vachement le réalisateur qui monte dessus et tout. Moi, je suis nul comme lecteur de scénario, j'ai aucune imagination. Voilà, il y en a qui le font très bien, moi pas du tout. Et chaque fois que je vois les images, je fais ah putain, c'est vachement mieux, ou parfois vachement moins bien que ce que j'avais imaginé, mais je m'attends jamais à ça. Et par contre, quand j'ai des images, là, je peux bosser. Voilà, moi, je sais ça, par exemple. Alors toi, t'as eu envie de chanter très tôt. Oui. Mais tu as mis du temps à le dire, oui. Et j'ose dire à l'assumer. Ouais, vachement, ouais. Mais pour quelle raison? Parce que je venais d'un milieu, pas du tout, c'est pas Cosette, hein, on était d'un milieu de classe moyenne, j'avais une mère qui était instit, un père qui était cheminot, une famille de 3 enfants, voilà. Besançon, dans l'est de la France, mais nous on connaissait personne, c'est-à-dire je venais d'un milieu où ça me semblait le truc le plus génial à faire et le truc le plus impossible à réaliser. Ce qui fait que très longtemps j'ai eu cette espèce de truc qu'on peut appeler le complexe du provincial ou de la classe moyenne ou ce que tu veux, de me dire mais comment je vais rencontrer quelqu'un, je connais personne, je sais même pas comment ça marche un studio, un groupe et tout ça machin, et pourtant je suis monté à Paris comme on dit pour faire des études, en l'occurrence Sciences Po, donc là mais même là je me disais, bon, par les études, on peut y arriver. Il y a un moyen.
Mais se lancer dans des trucs comme ça où il faut être Ouais. hyper réseauté, connaître des gens, c'est impossible. Et puis je trouvais aussi peut-être qu'il y avait un truc, c'est un peu grotesque de dire qu'on veut être chanteur. À la limite, dire qu'on veut être écrivain, réalisateur, il y a un truc un peu sérieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dire ça, je veux être chanteur, ça fait un peu. c'est la lie du truc avant acteur, quoi. Ouais. Le pire, c'est de dire qu'on veut être acteur, parce que là, en plus, on fout rien, on dépend que du désir des autres. J'exagère la caricature du métier, Oui, hein, oui, tu bien vois. sûr. Mais je pense que juste avant, il y a chanteur dans la honte. Ouais, ça fait un peu Et- artiste. Ah, tu vois, il y a soit un côté un peu superficiel, soit le truc un peu baladin, soit le côté chanteur de charme et tout. Enfin, il y a Ouais. toujours un truc un peu. En plus, quand tu dis je veux faire chanteur, tu dis pas que je veux être rocker, quoi, ou rappeur. Tu dis je veux faire de la chanson, il y a même pas le côté un peu violent ou un peu viril qu'il y a dans le rock, donc c'est horrible. Et pourtant, la musique était présente à la maison puisque ta mère Énormément, faisait ouais. du piano, typiquement. Du piano, de la guitare, comme c'était les années 70, elle dirigeait un atelier de flûte à bec, t'imagines pas, c'était horrible. Oui. Ah ouais, non, on y allait, ouais. Ma mère jouait de tous les instruments, pas très bien, mais de tout ce qu'elle approchait, elle arrivait à en jouer à peu près. Et à quel moment tu t'es dirigé vers le piano? C'est temps. C'est ma mère qui. Ma sœur a un an de plus que moi, donc elle a d'abord mis ma sœur au piano. La première année de piano, elle nous l'a fait, elle. C'est elle qui nous a Ok. servi de prof. Puis à partir de la deuxième année, quand ça devient un peu. Quand il faut être un peu pédagogue, elle nous a mis dans les mains de profs particuliers, en l'occurrence. On n'est pas allé au conservatoire, parce que paradoxalement, mes parents trouvaient ça bourgeois d'aller au conservatoire. Non, mais ce qui est étrange, parce que c'est quand même un établissement public. Mais peu importe. Et voilà, et moi j'ai une année où ma mère m'a appris ça. Et puis, mais très vite, alors c'est pas du tout pour faire petit génie, tous les gamins ont fait ça. Très vite, moi ça m'a attiré d'essayer de trouver comme ça sur le piano des petites mélodies. Je me rappelle, ma mère était très fière la première fois qu'elle m'a emmené vers un prof de piano avant de me faire la première année. Elle disait, ah, regardez ce que mon enfant a réussi à trouver à deux mains au piano tout seul et tout. Alors que n'importe quel gamin Oui, un peu ça- débrouillard fait ça. Enfin, tu vois, mais ma T'étais mère un pensait enfant, que j'étais quoi, mais- Mozart, hein, alors que Écoute. c'était pas le cas, hein, hélas pour eux. Et ouais, du coup, t'as fait une pause jusqu'à tes 16 ans. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un piano à ma droite. Oui, du coup, oui, voilà, parce qu'à 16 ans, je me suis dit qu'il y avait des choses plus intéressantes à faire Ouais. que de fumer des clopes et boire des coups et faire du sexe. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais pour écrire des chansons, c'est pas mal un piano, en fait, c'est possible. J'en ai écrit des premières qui étaient très mauvaises, puis j'ai beaucoup travaillé pour en faire des qui étaient moins nulles, quoi. Est-ce que t'as des projets en ce moment? Là, c'est l'été, mais Bah, peut-être à c'est la compliqué rentrée. en ce moment d'avoir des projets. J'ai le projet de reprendre ma Peut-être, tournée. non, je sais pas, peut-être que tu écris des nouvelles chansons. J'ai écrit des trucs un peu, mais c'était compliqué pendant le confinement parce qu'on n'avait pas trop envie. J'ai le projet de reprendre quand même ma tournée à la rentrée. J'ai toujours l'idée de faire une espèce de comédie musicale que j'aimerais monter sur scène. Ok. J'ai des musiques de films qu'on me propose, oui, j'ai des trucs. Puis j'écris toujours plus ou moins des chansons de toute façon. Et il y a une question que je pose à Ouais. tous mes invités, toutes mes invitées, dont j'ai oublié de te prévenir. Ah merde, Bon, c'est j'aurais pas très grave. Non, j'aurais c'est dû pas m'y très grave. préparer, c'est ça. Je vais Est-ce dire des que tu as des coups de cœur culturels récents? Ah, Tu mais vois, oui, c'est pas mais très ça, c'est compliqué. bien. Bah, ils sont récents, mais ils sont vieux parce que c'est Non, non, temps-ci, oui, oui, que tu as vu récemment plutôt. Voilà, des choses qu'on a vues récemment, parce que Ouais. c'est temps-ci forcément. Alors bon, je sais qu'il faut pas dire ça ces temps-ci, mais j'ai lu l'autobiographie de Woody Allen, que je trouve absolument formidable. Voilà, je trouve Ok. extraordinaire. Et puis C'est ça stock. éclaire d'un autre regard cette affaire avec Mia Farrow et sa fille adoptive. Et après, Qui est le sien. chacun se fera son opinion, Bien mais sûr, en tout ouais. cas, c'est intéressant. Du coup, à la suite de ça, je me suis mis à re-regarder des films de Woody Allen, parce que ça donne envie. Et je suis retombé, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu, sur un film de Woody Allen des années 90 qui s'appelle Marie et femme, qui est Ok. d'ailleurs le dernier film qu'il fait avec Mia Farrow avant la séparation, et je crois qu'ils sont déjà fâchés quand ils le tournent. Et qui est un film extraordinaire parce que c'est un film qui est monté comme une espèce de faux documentaire dans le sens où, face caméra, tous les protagonistes à un moment ou à un autre s'expriment sur des choses. Un système qu'on avait déjà vu un peu quand Harry rencontre Sally par exemple, sauf que c'était des couples de gens qui avaient rien à voir avec l'histoire. Et c'est vraiment de la télé-réalité en fait. Sauf que, et avant la télé-réalité. Sauf que c'est Woody Allen, donc c'est génial. Et ça m'a fait une petite claque ce truc-là, ouais. Ok. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Et bien voilà, la quille de l'été, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve dans quelques jours évidemment avec un nouvel entretien et un nouvel invité pour parler de tout ce qui gravite autour de son œuvre. Merci beaucoup pour votre écoute et bel été.